Lundi, le président de la République va s'exprimer devant les parlementaires au Congrès, Sénat et Assemblée nationale réunis. Et puis, pendant ce temps-là, on entend qu'il y a des plans, comme le plan pauvreté, qui vont être reportés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le gouvernement n'est pas prêt? Bien, c'est avec Hervé Marseille qu'on va parler de tout cela et de la réforme institutionnelle, évidemment, qui est sénateur des Hauts-de-Seine de l'Union centriste au Sénat, donc. Hervé Marseille, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos studios. Alors, il y a le président, lui, du groupe, pas votre groupe, hein, parce que vous dirigez l'Union centriste, mais d'un autre groupe qui s'appelle les Républicains, qui a très peur et qui dit, ce matin, il y a une opération politicienne qui voudrait dissoudre le Sénat en 2021 pour qu'il soit renouvelé en une fois. Pour que nos éditeurs comprennent, il doit y avoir des élections normalement. Le Sénat est renouvelé par moitié en 2020, puis en 2023. Et là, l'ambition du président de la République, semble-t-il, ça serait de faire réélire tout le monde, ou pas d'ailleurs, mais que l'élection concerne tout le monde en 2021. Est-ce qu'il y a un coup d'État là de la part du président de la République ? En tous les cas, il y a une provocation. Ouais. Il y a une provocation, peut-être pas indispensable. Il y a une réforme constitutionnelle. Ouais. Bon, il faut que tout le monde la vote. C'est pas en provoquant qu'on a un bon résultat. Ouais. Hein. Donc aujourd'hui, le président du Sénat va rencontrer le président de la République. Ça, c'est M. Larcher. Voilà. Ils vont essayer de discuter pour essayer de trouver un compromis. J'espère que ça sera positif et qu'on pourra dissiper. On changera rien alors ? Si, mais il faudra dissiper les inquiétudes de mon ami Retailleau et de mes sénateurs aussi. Qu'est-ce qui va se passer? On va voter quand alors? Enfin, les grands électeurs vont voter quand? Normalement, c'est 2020 pour une moitié et l'autre moitié en 2023. Mais vous dites qu'il va y avoir du changement quand même. Ah ben c'est dans le texte, donc il faut discuter des dates, ça fait partie de l'ensemble des sujets discutables. Mais le principe du renouvellement par moitié doit être gardé. Oui, c'est ce qui fait la différence. Après, c'est une question de date. Voilà. D'accord. Bruno Retailleau, il a dit beaucoup de choses. Hein. Je le dis de façon plus nette, l'Assemblée nationale a été désormais totalement digérée par l'exécutif. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une chambre qui s'oppose éventuellement, c'est la chambre haute, le Sénat. La chambre haute, quand c'est bien, elle le dit, 75% des textes présentés par le gouvernement ont été adoptés après modification par le Sénat. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on s'oppose. Majoritairement de droite. Oui. Et du centre. On ne peut pas s'opposer comme ça pour s'opposer. Donc on a travaillé les textes, on en a voté 75%. Et puis le reste, on s'y est opposé. D'accord. Donc il n'y a pas une volonté du président de la République. Il méprise les parlementaires, le président de la République. Il y a un problème de méthode. Hein. Il y a un problème de méthode. La méthode, c'est souvent de décider avant de concerter. Ouais. On voit bien, il y a beaucoup de commissions qui sont lancées. On a vu, M. Delevoye, on lui demande de travailler sur les retraites, puis dès maintenant, on parle des pensions de réversion. Hein, la CAP 22 sur la réforme de l'État et des services publics, on réunit des gens, puis on donne les résultats avant qu'ils aient donné leurs conclusions. Ouais. C'est déraisonnable. On ne peut pas demander aux gens de se concerter pour prendre des décisions, et puis commencer par prendre ces décisions. Petite tentation autocratique. On dira qu'il n'y a pas grand monde en face, donc... il n'y a pas d'opposition, en fait. Voilà. Si, voilà. Mais au Sénat, il en a une. On essaie de s'opposer intelligemment, c'est-à-dire de travailler les textes qui nous paraissent positifs. Quand on travaille sur la SNCF, c'est positif. On a changé un certain nombre de choses dans le projet. Et on a voté ce texte. Quand on touche à l'amélioration du travail dans les entreprises, le droit social, on a travaillé le texte de Mme Pénicaud, on a voté. Donc quand ça va, ça va. Quand ça va pas, on le dit. D'accord. Alors le plan pauvreté qui devait être dans le discours du président de la République à l'occasion du Congrès lundi, apparemment, il est retiré, ce plan, parce que, alors des considérations footballistiques, le président de la République devant se rendre en Russie si jamais la France est qualifiée demain pour les demi-finales. Et puis on nous dit quand même un peu plus sérieusement que c'est parce que le plan n'est pas tellement au point. Il y a beaucoup de sujets, de plans qui sont reportés à plus tard. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Le plan hôpital, le CAP 22 dont vous parliez tout à l'heure, les économies budgétaires à faire, finalement ça restera secret. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est assez préoccupant. On a reproché dans le passé à Nicolas Sarkozy d'ouvrir beaucoup de chantiers à la fois pour, j'allais dire, distraire ses opposants. On a l'impression qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il fait un peu la même chose. Il ouvre tout un tas de dossiers. Les uns le méritent, d'autres peuvent attendre.
comprendre, mais tout ça, on n'en voit pas le sens. Alors, peut-être que le Congrès va permettre aux parlementaires de redécouvrir un peu le sens de tout ça, mais on s'occupe de la SNCF, on parle des hôpitaux, des retraites, etc., etc. C'est quoi le sens de tout ça? Il y a un tas de mesures prises les unes après les autres, c'est pas toujours très réfléchi. Un peu de gribouille. Un peu de gribouille, donc j'espère au moins que ça servira à ça, le Congrès. Parce que le Congrès, on s'intéresse plus, en tous les cas les Français, aux performances de l'équipe française de foot qu'au Congrès. On se dit, pourquoi un Congrès? C'est un peu... bon, c'est pas tous les ans que la France peut être championne du monde. C'est pour ça, mais au moins que ce Congrès serve à donner du sens aux mesures qui sont prises. Vous irez, vous, au Congrès? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne veulent pas y aller, comme certains députés de la France Insoumise, tous quasiment, quelques députés, les Républicains aussi n'y vont pas? Peut-être qu'ils regarderont la télé, le foot, mais ce que je veux dire plus sérieusement, quand on est parlementaire et que le Congrès se réunit, on y va. Si on n'est pas content, on dit ce qu'on a à dire, mais on y va. Sur le principe d'une déclaration du président de la République tous les ans devant le Congrès, vous êtes d'accord? Si ça sert au moins à dire, parce qu'il ne faut pas que ça banalise le Congrès, quoi. Je veux dire, on ne fait pas un Congrès pour se faire plaisir. Il faut au moins que ça serve à donner du sens à l'action qui est menée. Et ce qui est dommage, c'est que la Constitution ne permet pas au président de la République d'écouter les parlementaires. Il vient, il n'y a pas de débat, il vient, il parle et il s'en va. Mais il n'est pas responsable devant vous, le président de la République. Sauf en cas de haute trahison. Oui, mais on pourrait en parler pendant la révision constitutionnelle. Aux États-Unis, le président, il fait corps avec le Parlement. Il n'a pas de Premier ministre, c'est pour ça. Il n'a pas de Premier ministre. Mais chez nous, vous êtes sûr qu'il y a un Premier ministre, toujours? Ah bon? Vous le connaissez? Oui, c'est un ami, je l'aime bien. Mais il ne fait rien, il est mais transparent. Les institutions font que le patron, c'est le président de la République. Et que, ma foi, c'est lui qui vient dire aux parlementaires: voilà ce que j'ai fait, voilà où on va, le cap, c'est celui-là. Donc, c'est lui le patron. Qu'est-ce que vous attendez du Congrès? J'attends du Congrès qu'il redonne du sens aux mesures qui sont prises, qu'il explique sa politique, et puis peut-être qu'il la réoriente, parce que c'est vrai que sur le plan social, il y a une forte attente, parce qu'on a l'impression que beaucoup de mesures ont été prises en direction des entreprises, en direction des services publics. Mais il y a une forte attente du côté des collectivités territoriales où on comprend plus ce qui se passe. Et puis également dans le sens général de l'action pour le pays. Regardez l'Europe. On est en panne, les mesures qui sont prises, on ne sait pas très bien où ça mène, et puis il y a une forte attente des populations. Alors, il y a quand même la réforme institutionnelle qui est au cœur de tout ça, qui est en fait, les Français, je ne sais pas s'ils ont bien tout compris, il y a effectivement des dispositions qui consistent à changer la Constitution, il y a des dispositions qui ne relèvent pas de la Constitution, mais d'une loi organique, et d'autres dispositions qui relèvent d'une loi ordinaire. Alors, prenons les trois blocs. Premier bloc, changement de la Constitution, suppression de la Cour de justice de la République, réforme du Conseil supérieur de la magistrature, tout ça, ça vous va, tout ça? Pas de problème. On introduit la notion d'écologie dans l'article 1 de la Constitution. Il ne faut pas trop en faire. Parce qu'on peut regarder les amendements à l'Assemblée nationale, on veut tout mettre dans la Constitution. Sur la Corse? Pas de problème. Pas de problème sur la Corse? Pour vous. D'accord. Après, il y a la loi organique. Alors, la loi organique, elle porte sur le nombre de parlementaires. On va réduire, si cette loi est adoptée, le nombre de parlementaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur le principe, oui. Et d'ailleurs, tout le monde. J'ai signé une tribune avec Bruno Retailleau. D'ailleurs, je vous rappelle qu'Alain Juppé, pendant la campagne présidentielle, proposait de diminuer de 50% le nombre de parlementaires. Et M. Fillon, il réduisait les députés à 400, les sénateurs à 200. Tout le monde a proposé. D'accord. On peut difficilement être contre. Donc, on est pour la baisse, mais cette baisse, elle est trop excessive. Il faut que nos départements, les territoires, soient représentés. 30%, c'est beaucoup. Si on pouvait diminuer que de 25%, ça serait bien. Vous allez le proposer? Oui. Quels sont les effets négatifs d'une réduction du nombre de parlementaires? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a trop de parlementaires et singulièrement de députés, puisqu'il y en a 577. C'est pas plus ni moins. Ça, c'est les députés. Oui. Il y a 348 sénateurs. C'est pas plus ni moins qu'en proportion dans les autres pays européens. Bon, maintenant, on veut diminuer. OK, on est d'accord. Ça va donner des circonscriptions à 240 000 habitants. Ça va faire une vingtaine de départements où il n'y aura qu'un député. Et presque autant où il n'y aura qu'un sénateur.
c'est-à-dire qu'il va falloir courir vite pour voir les gens. Hein. D'accord. Et donc, si on veut que la population soit représentée, si on veut que les citoyens, les électeurs, aient accès à leurs parlementaires pour qu'ils puissent retransmettre les préoccupations des entreprises, des citoyens, des collectivités, il faut qu'il puisse y avoir du contact. Ouais. Quand vous aurez 20 départements où il n'y aura qu'un député ou un sénateur, il va falloir qu'il soit rapide. D'accord. Surtout qu'il va rouler à 80 km/h. Oui. Ça peut avoir d'autres effets induits? Ça veut dire que ça renforce l'exécutif. Ça renforce l'exécutif. Parce que vous avez beaucoup moins de parlementaires, il n'y a plus de cumul, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur des collectivités, et donc ils représentent ce qu'ils représentent. Et donc, face à un exécutif puissant, qui en plus va maîtriser davantage l'ordre du jour, qui va limiter les amendements, vous allez avoir des parlementaires un peu démunis face à l'exécutif. Troisième bloc, la loi ordinaire qui prévoit, elle, un changement de mode de scrutin pour l'Assemblée nationale. On introduirait une dose de proportionnel. On parle de 15%? On parle aujourd'hui de 15%. Ça vous convient? Non. Non, c'est une petite différence que j'ai avec mes amis républicains. Eux, ils ne veulent pas du tout de proportionnel, et nous, on en voudrait au moins 20%. Pourquoi? Ah oui, il n'y en a pas assez, donc. Oui, soit on fait de la proportionnelle, soit on n'en fait pas. Si on en fait, il faut que ce soit significatif. Parce que vous allez avoir, malheureusement, c'est comme ça en Europe aujourd'hui et singulièrement en France, vous avez d'abord malheureusement beaucoup de gens qui ne votent pas, et parmi ceux qui votent, vous en avez entre 40 et 45% qui votent pour des partis protestataires, les Insoumis ou le Front National, le Rassemblement National. Donc, ces gens-là, comment ils vont faire pour se faire élire? Moi, je les combats politiquement. Mais la démocratie veuille qu'ils soient représentés. Et je préfère qu'ils soient représentés au Parlement pour s'exprimer qu'ils le fassent dans la rue. D'accord. Et avec des circonscriptions à 240 000 habitants qui vont diluer les votes et seulement une soixantaine de députés à la proportionnelle, ces partis-là, je le crains, n'auront pas beaucoup de représentants. Donc 15%, ça ne garantit pas une représentativité de l'opinion publique suffisante? Si on respecte le vote des gens. Si on respecte le vote des gens. Vous êtes inquiet pour les européennes? Je ne suis pas inquiet, je suis inquiet pour l'Europe, pas pour les européennes. D'accord. Mais vous allez vous mettre de quel côté? Vous serez plutôt dans l'axe central voulu par Juppé et Macron ou En l'état actuel des choses, nous allons faire notre liste et nous préparons à l'UDI va avoir sa liste? Avec d'autres, mais on va défendre nos idées très largement autour de cette liste. Voilà, ils vont défendre leurs idées. On est avec Hervé Marseille, le sénateur des Hauts-de-Seine, et on continue avec Jean-Baptiste Sémerdian pour vos questions, chers internautes. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Yves, bonjour Hervé Marseille. Une première question. Êtes-vous d'accord avec Richelieu qui dit que plus les jours passent, plus les Français divergent d'Emmanuel Macron? Il diverge peut-être. D'après les sondages, je vois bien que il y a beaucoup de Français qui, j'allais dire, s'écartent un peu de sa ligne. Mais c'est peut-être parce que elle était séduisante à l'origine dans le discours, que les objectifs étaient rassembleurs, mais que maintenant la pratique amène beaucoup d'électeurs à être beaucoup plus réservés. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé là dans la gouvernance Macron? On est passé dans la pratique. Ça patine un peu? Ça patine, oui, ça patine. Et notamment sur le plan social, il y a une forte attente, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mesures qui permettent de rééquilibrer l'aspect social. On a vu les APL qui ont affecté beaucoup de foyers. On a aujourd'hui les pensions de réversion qui inquiètent beaucoup il y a la CSG pour les retraités. On voit bien qu'il y a des mesures qui touchent les gens en situation de précarité. Marie-Claude voudrait connaître le but de la réforme constitutionnelle et pour elle, elle y voit une sorte de... On veut éviter le tout contre-pouvoir. C'est ce qu'elle analyse. Écoutez, le président de la République, ça fait partie de ses engagements. Il a dit « je vais réformer la Constitution, il y aura moins de parlementaires ». C'est la réponse à une forme de populisme qui veut qu'aujourd'hui, c'est pas nouveau en France, le Parlement est pas très bien vu. Une forme de démagogie. Il y a une forme de démagogie. Il coûte cher et il ne sert à rien, c'est ça. Voilà, donc quand vous dites, vous savez, il y a beaucoup de parlementaires, on va en zigouiller un certain nombre, forcément c'est populaire. Donc c'est ce qui est retenu essentiellement de la réforme. En fait, comme on vient de le dire à l'instant, il y a la queue de la comète 2008, il y avait eu une réforme en 2008. Cour de justice, Conseil de la magistrature, la présence des anciens présidents au Conseil constitutionnel, bon, ok, on règle tout ça. Et puis on veut améliorer le fonctionnement du Parlement, ce qu'on appelle la fabrique de la loi, comment on va plus vite. Mais en même temps, il faut se donner un minimum de temps, parce que il faut que la loi, elle soit bien travaillée si on veut avoir de bonnes lois.
On reste sur le populisme. Justement, Damien critique les dérives populistes de Laurent Wauquiez. Est-ce que dérive populiste, c'est le bon mot? C'est pas un peu trop fort? Dérive, je ne sais pas. C'est une ligne politique, elle est respectable. C'est pas la nôtre. Et c'est la raison pour laquelle on s'écarte des Républicains et de Laurent Wauquiez. On a toujours été alliés avec les Républicains et l'UMP auparavant. Aujourd'hui, on s'en écarte. Pourquoi? Parce que cette ligne ne nous convient pas. C'est une posture. On l'a encore vu hier sur la loi immigration. Sur ces sujets-là, il sera toujours doublé par Marine Le Pen. Donc c'est pas la peine de la singer. Ça ne sert à rien. Regardez en Allemagne, chaque fois que la CSU, en Bavière, a essayé de se rapprocher des thèses anti-immigration de l'extrême droite, de l'AfD, l'AfD a grossi. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Justement, restons sur l'UDI. Charles et Monique regrettent qu'il n'y ait que des hommes qui soient référents jeunes UDI en France. Alors j'ai regardé, il y a 26 personnes et seulement 2 femmes. Bon, bah écoutez, un peu macho, il va falloir changer ça. Ouais. On va leur transmettre. Ça vous n'avez pas. Non. Est-ce qu'il y a une politique en interne? Non, c'est pas une politique. Il y a des élections internes et bon, voilà, il y a des candidates. Il y a peut-être pas assez de candidates. Il faut changer ça et dynamiser ça. Dernière question sur l'écologie. Jacques aimerait que l'Europe s'investisse davantage pour le climat. Est-ce que la solution peut être européenne pour le climat, l'environnement, le réchauffement climatique? La solution, elle est européenne pour beaucoup de choses. Ce dont on manque aujourd'hui, c'est pas de trop d'Europe, c'est de pas assez d'Europe. Sur l'immigration, on peut faire toutes les lois qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on raconte, etc. Je veux dire, la solution, elle passe par l'Europe. Et on l'a vu encore, même des gens qui sont très éloignés les uns des autres ont réussi à trouver des solutions parce que la solution, elle peut être qu'européenne. Merci Hervé Marseille de nous d'avoir répondu à toutes nos questions, y compris celles des internautes. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste Semerjian de vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et à demain, si vous le voulez bien.